Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire l'intro assez rapidement parce que je suis un peu en retard. Je vais prendre le train direction Chambéry pour aller voir Joe de Savoie et on va lui poser quelques questions. Donc il faut savoir que Joe collectionne les appartements, il n'arrête pas d'enchaîner les investissements. Il en fait là actuellement, je crois qu'il a 12 ou 13 appartements. Donc il va nous en dire plus, il va répondre à toutes nos questions. Ok, c'est bon, je viens de choper le train, c'était tout juste. Du coup, comme je te disais, Joe de Savoie, je viens l'interviewer, je vais lui poser pas mal de questions. Ça fait suite du coup à la série des 5 vidéos sur les intervenants investisseurs agisseurs et du coup ce sera un intervenant, donc il interviendra un soir en live. Tu pourras lui poser toutes tes questions si tu intègres ce groupe. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description si ça peut t'intéresser. Investisseur agisseur, je t'explique exactement ce que c'est. Ça va durer 6 mois, ça va être du lourd. Et là tout de suite on part à Chambéry. Ok, donc je viens d'arriver à Chambéry avec Joe, donc mon pote Joe qui est là de Savoie, Joe de Savoie. Donc du coup je voulais vous présenter Joe qui sera intervenant aussi à Investisseur agisseur. Donc si tu sais pas ce que c'est, n'hésite pas à regarder dans le lien ci-dessous. Joe qui va se présenter tout de suite. Donc il a beaucoup d'immobilier et en plus il a une présence sur internet. Merci Maxence, ravi de t'avoir en Savoie. Oui, il faut pas aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, donc moi c'est Joe de Savoie sur Facebook. J'ai 45 ans, je suis marié avec 2 enfants. Et j'ai aussi un petit site Facebook aussi qui est parent investisseur, donc je suis parent et investisseur. Donc aujourd'hui avec mon épouse on a 9 lots, 9 appartements. D'un point de vue notarial, hein, le notaire te dirait j'ai 9 lots que je peux revendre, mais en fait on en a réellement 12 parce qu'on a fait quelques divisions sur certains, et au global on a 11 appartements locatifs et un appartement de résidence principale. Ok, c'est une maison. D'accord, super. Voilà. Actuellement là, on se trouve dans un des appartements du coup qu'il a divisé en 3, donc lui compte comme un lot, enfin son notaire compte comme un lot. Mais actuellement, il y en a 3, dont 2 qui sont exploités actuellement. Il y en a 2 en dessous là qui sont loués. En courte durée. C'est voilà. cool, en courte durée. Ça, c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, juste après, on visitera une de ses toutes dernières colocs qu'il a acheté, qui est toujours pas en travaux, c'est ça? Ouais, bon là, on est en septembre, j'ai signé le 7. Donc c'est encore. Les travaux commencent la semaine prochaine. Ok. Donc tu tombes pile poil avant les travaux. Ouais, parfait. On l'a signé la semaine d'avant. Ouais. Et donc, on va aller visiter ça, tu verras. C'est pas un taudis, mais bon, il a bien 20-25 ans d'âge sans changement, donc ça va être intéressant. Ouais. Ça marche. Bon, comme ça on le visitera juste après, n'hésitez pas à rester à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire à peu près l'évaluation de ton patrimoine, grosso modo? À peu près. Donc globalement, si on compte les 9 lots que je possède, on a à peu près 1,6 million de valorisation immobilière. Alors, plus ou moins 10%, hein, ça dépend effectivement du marché. Et puis après, sur ce patrimoine-là, j'ai à peu près 800 000 euros d'encours de crédit. D'accord, donc la moitié, tu as déjà la moitié qui est remboursée à peu près. Ouais. Alors aujourd'hui, il ne faut pas trop y penser, quoi. Ouais, c'est important, parce que si tu penses trop à ce que tu as comme encours, tu fais plus rien. Ouais, bien sûr. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, bien voir ce que tu possèdes aussi, entre guillemets, si tu veux tout revendre, quelque part. Ouais, tout à fait. Il me reste quand même beaucoup plus que ce que j'ai emprunté. Donc, voilà. Après, c'est un peu comme le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Exactement. Ça dépend si t'es optimiste ou pas. Absolument. Mais d'un côté, moi je le verrais plus dans le sens où si tu revends tout, tu as 800 000 euros dans ta poche. C'est ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ce que je vois. Et en plus, l'ensemble du parc, je l'ai estimé vraiment, à mon avis, valeur réelle, à plus ou moins 10%, quoi. Ouais, toujours des fluctuations, mais sinon c'est à peu près ce que je pense. Ok, ça marche. Et du coup, le sujet de la vidéo, donc comme tu as pu le voir dans le titre, c'est surtout comment enchaîner les investissements immobiliers, parce que là, Joe, il en a 12 si on compte celui-ci comme 3 appartements, vu qu'il y en a 3. Je pense qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer, et du coup, c'est vraiment la grosse question. D'accord. Quels ont été déjà ton début, en fait? Est-ce que dès le début, tu t'es dit, ok, j'en veux 12 dans X années? Ou à l'inverse, est-ce que c'est venu progressivement? Quel a été ton état d'esprit au début? Alors, moi je suis un tout peu plus âgé que toi, 45 ans, donc j'ai commencé il y a un petit peu de temps, et j'ai commencé par beaucoup d'erreurs à l'époque. Et j'ai vraiment corrigé le tir il n'y a que 4 ans. Et là, depuis 4 ans, j'enchaîne 1 ou 2 par an. Grosso modo, c'est mon rythme. Alors après, ça dépend effectivement de la valeur. Hein. Quand tu as un studio, tu peux en faire 2, c'est plus facile. Un gros appartement qui ferait 80 mètres carrés. Donc c'est pas la valorisation est importante. Mais l'idée, pour moi, elle est simple, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes affaires, très rentables, et celles qui vont vraiment, en termes de cash flow, m'apporter le plus possible. Ce que j'ai pas fait au début, dans ma jeunesse, et ce que maintenant je fais. Donc dès l'instant que j'ai un très bon, si j'ai un très bon ratio, valorisation du bien acheté et cash flow potentiel, j'y vais. D'accord. L'important, ce qu'il faut se dire, c'est que moi je me dis, la banque m'arrêtera. C'est pas moi qui vais m'arrêter, c'est la banque qui m'arrête.
Ouais, c'est pas mal. C'est à eux, ils ont tout leur garde-fou en interne. Je me dis, voilà, je présente un dossier. Alors, on va peut-être parler de comment on présente, mais l'idée, c'est de dire, si eux, ils m'arrêtent, ok, ça veut dire peut-être qu'au niveau bancaire, j'ai atteint le maximum. Mais tant que je joue et je propose des biens et j'arrive à l'argumenter et que les banques, là où les banques me suivent, je n'ai pas d'intérêt de m'arrêter. Aujourd'hui, la banque m'arrêtera, pas moi. Bon, bah ça c'est une bonne psychologie. C'est vrai qu'au lieu de te mettre des barrières tout seul psychologiques en te disant j'en ai acheté un, j'en ai acheté deux, je vais être bloqué donc ça sert à rien que je continue, c'est que tu dis bah je continue, c'est un peu comme vivre au jour le jour, c'est un investissement et du coup tu te dis bon je continue en fait. C'est ce que je vois souvent, des fois je fais un tout petit peu de coaching ou de conseils à des gens qui m'approchent et bien souvent, alors j'ai plutôt des gens de mon âge, j'ai moins de, enfin j'ai quelques jeunes mais plutôt des trentenaires, quarantenaires qui viennent me voir et qui s'interrogent et on sent vraiment eux, ils ont peur d'investir parce qu'ils ont peur du nom, ouais, tout à fait. Du nom de la banque. Donc ils sont déjà en train de se dire que je vais avoir un refus avant même de poser la question. Il n'y a pas de question posée, il y a forcément un refus. Si la question est posée, vous pouvez avoir un refus, mais vous pouvez aussi avoir un oui. Donc il faut y aller. La banque vous arrêtera. Ne vous arrêtez pas vous-même à votre propre limitation. D'accord, donc toi ton premier conseil ce serait tu continues tant que tu peux. Voilà. Si le bien me semble rentable, d'un point de vue cash flow, etc. Ok, j'achète pas pour acheter. Il n'y a pas une boulimie d'acheter. Seulement si maintenant je trouve des choses qui peuvent vraiment avoir de la valeur pour mes futurs locataires et pour moi en termes de cash flow. Ça c'est clair. Et quand tu dis un non, ce qui fait que dès que tu as un non, tu arrêtes ce projet ou tu vas voir d'autres banques? Alors, bon, déjà, au fur et à mesure qu'on achète des appartements, on a un grand encours. Donc c'est sûr qu'aller voir une seule banque, c'est très risqué. Donc moi, de facto, je vais au moins en voir 3. D'accord. Dans le premier, j'aime pas m'amuser à faire 15 banques, j'ai pas le temps pour ça, mais au moins en voir 3, c'est important parce que au moins on multiplie les risques de oui et on dilue les risques de non. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors que si on est trop confiant, on va voir sa banque ou une banque et qu'après on a un non, on est mal barré. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller voir une banque 3-4 semaines après avoir commencé à faire une première visite de banque, avoir reçu un refus et dire bah voilà, bonjour la banquière, j'ai cet appartement-là, je l'ai signé il y a 4 semaines en compromis, et vont se dire mais pourquoi tu viens maintenant me voir 4 semaines Soit t'es pas sérieux, parce que tu as 4 semaines pour me voir, soit tu as eu déjà des refus à droite à gauche et tu viens me voir comme entre guillemets swap de sécurité. Non, il faut d'abord aller voir les banques tout de suite, vous signez un compromis, 3 banques avant dans la semaine, et c'est parti quoi. Ouais, ça marche. Ok, super. Et est-ce que du coup tu as eu des étapes, des freins à un moment où ton banquier t'a dit oulala, attends un petit peu, là tu en as déjà X, peut-être 4, 5, maintenant on va attendre une année que ça se rembourse, qu'on voit que ça tourne, ou pas? Ou est-ce que tu as pu enchaîner grâce à toutes tes banques? Alors j'en ai eu des remarques comme ça, parce que j'ai aujourd'hui 4 banques, donc j'en ai eu. Il y en a qui comprennent plus ou moins ce qu'on fait. On fait aussi parfois de l'oc saisonnière. C'est pas toujours quelque chose de très réputé dans le monde bancaire. Donc l'idée, c'est de vraiment multiplier les banques. Et puis j'hésite jamais à avoir une banque nouvelle. D'accord. Quand je fais un nouveau projet, je me dis, allez, je la connais pas celle-là, j'ai pas de compte chez eux. Je vais la voir comme nouveau prospect, comme on dit, et voir ce que ça donne. Et souvent, c'est parfois eux qui sont plus motivés parce qu'ils veulent te récupérer. Oui, c'est ça. Donc une banque, quand elle vous a, elle est moins motivée. Parce qu'elle pense qu'elle vous a. Alors qu'une nouvelle banque qui vous a pas encore, si vous rentrez dans les clous de leur projet, de leur type de prospect, leur typologie de clients, et ben là ils vont vous faire effectivement un pont d'or pour y aller. Donc il faut un petit peu de banque actuelle et de nouvelles banques. Il faut mettre un petit peu les deux en concurrence, mais toujours aller les voir tout de suite après le compromis. Important, vraiment aller tout de suite. Très bien, ouais, c'est très intéressant. Et surtout que les banques, elles raffolent les nouveaux clients, donc comme tu disais, parce que du coup, tu peux, lorsque tu vas souscrire un crédit et domicilier tes comptes, ouvrir une assurance vie, ouvrir un PEL, et du coup, ça va leur faire du business. Et une banque, ça reste commercial, et du coup, ce que ça veut, c'est faire du business. Donc, c'est vrai que si ta stratégie est intéressante de dire, je vais voir 2 banques que je connais parce que je les connais, et une totalement inconnue, comme ça te permet d'optimiser en fait tes chances et ces différentes façons, enfin différentes approches, on va dire, pour démarcher bancairement. C'est pas le même dossier, c'est plutôt intéressant quand même, et du coup c'est ce qui te permet d'enchaîner tout ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu dis aux banques tout ce que tu as, ou est-ce que tu caches tout, tu dis non, je vais rien dire, et comme ça peut-être que ça passera si je dirais? Alors moi je dis tout. Déjà parce que je suis pas à l'aise de cacher les choses.
Ensuite, les banques ils vont quand même vous donner pas mal de documents, hein, les relevés bancaires, etc. Donc si vous voulez entre guillemets cacher les choses, il faut vraiment anticiper en avance. Il faut au moins 6 mois d'avance pour protéger, cacher les choses, quoi. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. On dit tout. L'avantage c'est qu'on met tout sur la table, le patrimoine, immobilier, financier, le reste à vivre, c'est très important. Et quand on est très transparent, et j'ai 5 pages en général quand je vais voir une banque, 5 pages, je me pointe là-bas avec le dossier, voici mon projet, voici ce que j'ai, voici qui on est, voici ce qu'on possède. Et bien souvent le banquier il est là, il dit, le nouveau en particulier, ceux qui me connaissent c'est différent, mais le nouveau il dit, on m'a jamais fait ça quoi. Ah ouais, c'est vrai. Donc déjà, à plein de fois j'ai eu ça, et quand j'ai eu des demandes, des questions, et vous avez quoi comme, etc., c'est page 3. Ah, et puis il tourne la page 3, et puis il trouve les fonds. Donc c'est vrai que c'est impressionnant quand après le banquier dit, ok, le gars il sait ce qu'il veut, il est carré, il propose des choses, et derrière ça roule. Ouais, je reviens aussi à ce que tu dis, c'est très intéressant d'avoir un dossier ultra béton et encore plus complet que ce qu'espérait, on va dire, le banquier. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'avais dû faire au tout début lorsque je voulais investir et que j'avais pas d'argent sur mon compte. J'ai eu beaucoup de refus de banque. Et en fait, ma stratégie a été, à chaque refus, je disais, dans quel cas vous aurez accepté mon dossier. Et à chaque fois, ils m'ont rajouté un élément, ils me disaient, si tu avais eu ça, j'aurais pu te financer. Et du coup, à chaque fois que j'allais voir une nouvelle banque, je grossissais le dossier avec les réflexions d'avant, les remarques d'avant, et c'est vraiment ce qui a permis d'avoir, au bout d'un moment, au bout de la 5e ou 6e banque, un accord de la banque, financement à 110%, enfin les travaux, les frais de notaire, et alors que j'avais que 700 € sur mon compte. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant d'arriver avec un énorme dossier, de le poser sur la table, il faut que ça fasse un boom comme ça, et de se dire, moi tu cherches quoi que ce soit sur ma vie, il y a tout ici, et voilà, moi je suis carré. Et là ça montre vraiment la crédibilité, et du coup je pense que c'est sûrement ce qui t'a permis d'investir beaucoup et de continuer à investir, c'est d'être vraiment rigoureux, très carré, et de montrer en plus que c'est rentable. Ok, super. Et si par exemple tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer, qui souhaite acquérir beaucoup d'appartements, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ce serait plutôt d'en faire un de sécurisé? Est-ce que ce serait de tout de suite en acheter 5 et après tu sécurises les 5? Enfin, quel serait Alors, bon, on se connaît bien avec ça, moi je suis comme mon site, je suis parent investisseur. Donc il y a une côté quand même de... j'ai la famille qui est derrière, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Moi je pense que ce qui est bien, en tout cas c'est ma démarche, je me sécurise toujours. Je fais un projet et je m'assure que ce projet jusqu'au bout, il m'octroie, il me donne les résultats escomptés depuis le début. D'accord. Et si tel est le cas, je reproduis. Donc j'ai pas de vocation à enchaîner 3 ou 4 appartements en quelques mois, mais plutôt un tous les 6 mois ou un par an, c'est bien comme rythme pour moi. Mais ce que je pourrais conseiller à quelqu'un, notamment, le gros point bloquant, c'est la banque. C'est là où il faut vraiment activer le plus ses sens, son activité, tout ton travail, ta préparation doit être axée sur le banquier. D'accord. Et ce qui est important, ne venez jamais chez le banquier avec vos propres problèmes et vos propres intérêts. Mais mettez-vous à la place du banquier. Mettez-vous en phase miroir. Dites-vous qu'est-ce que le banquier a besoin d'entendre de ma part. D'accord ? C'est vraiment bien parce que lui, il va voir son intérêt à lui avant le vôtre. Et bien souvent, on est là, on est excité parce qu'on a un super projet, on va gagner plein d'argent, on va faire un truc, mais on va se pointer là à lui dire, on va être dithyrambique sur l'avantage qu'on va en retirer, mais pas forcément lui-même. Et posez-vous bien les questions, qu'est-ce que mon banquier veut attendre de moi? Parce que c'est comme ça qu'on débloque les choses. Très intéressant. Donc c'est vrai que toi, ton plus gros conseil pour enchaîner les investissements immobiliers, c'est de plaire au banquier avant tout, enfin c'est que ton banquier... Préparer son dossier, préparer son entretien, pas venir la fleur au fusil, savoir ce qu'on veut, et préparer aussi les questions qu'il pourrait vous poser, et surtout bien se dire, le banquier, lui, il a son propre intérêt. L'intérêt, c'est de me récupérer comme mon client, être ouvert sur les thématiques de... Sur l'instant, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas un contrat, mais s'il veut ouvrir un PEL, machin, soyez ouvert à ça. Comprenez son besoin. Pas signer sur l'instant, mais allez dans son sens. D'accord. Parle de salaire, pourquoi pas, on n'a pas imaginé, mais ouais. Donc restez très ouvert à ce qu'il veut faire, comme ça, il a quand même l'impression que les critères de sélection de son prospect sont respectés par votre attitude. Ça, c'est très important. Ok, super intéressant.
En tout cas, je te remercie pour cette grosse interrogation. Franchement, tu nous as bien éclairé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Tout de suite, là, on va partir visiter sa coloc. Ouais. Mais du coup, vous pouvez retrouver Joe sur Parents Investisseurs, donc YouTube et Facebook, c'est ça? Alors, j'ai une chaîne YouTube, j'ai du Facebook et j'ai un site. Voilà. Okay, Parents Investisseurs, voilà. vous sur tapez Google, sur YouTube, trouverez, sur Facebook, n'importe où, ouais. vous allez trouver. Ok, pas de problème. Et dans tous les cas, il fera partie des intervenants investisseurs-agisseurs. Donc voilà, comme je vous disais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la vidéo, il interviendra notamment, il répondra à vos questions en tant qu'expert pour enchaîner les investissements immobiliers. Donc voilà, il sera en live avec moi dans 4 mois, 5 mois à peu près, parce que du coup cet investisseur-agisseur va durer 6 mois. Ouais. Il va être à peu près dans 4 ou 5 mois en live avec moi, il répondra à vos questions en direct, il vous fera un plan d'action et du coup ça vous permettra d'enchaîner tous les investissements IMO. Dans tous les cas, on part tout de suite visiter la coloc. Allez, on y go. Ciao. Allez, à tout de suite. Merci. Ciao. Ok, on vient d'arriver dans l'appart donc pour visiter la coloc de Joe. Donc on a pris un petit peu la pluie, mais bon, c'est pas très grave. Il fait pas très beau ici. Alors derrière moi, juste ici, là, il y a la porte d'entrée, donc qui est ici. Et maintenant, on va attaquer. Donc là, on arrive tout de suite dans un petit couloir, donc qui va desservir un petit peu toutes les pièces. Hop, ici et là. Avec Joe au milieu. Ouais, il est encombrant, Joe. Ouais, du coup là ça va rester un petit sas, non? Alors en fait, ici ce qu'on va faire, on va créer, on casse ça. Ouais. Comme ça. Ok. Et du coup, ici on crée un plus petit placard. Ouais. Pour la partie commune. Ok. Et ce qu'on casse ici, on récupère dans la chambre. D'accord. Pour faire un placard penderie. Ok, ça marche. Du coup, là, il y aura la première chambre qui est ici. Il faut savoir que tout ce mur d'ici va être ramené là, parce que là, actuellement, il y a 1m20, c'est ça, 1m30? 1m30 là. Ouais. Donc, on va garder un couloir de distribution d'1 mètre de large, ce qui est largement suffisant pour la coloc. Ok. Du coup, on récupère ici de la surface pour les chambres. Yes, ça marche. Du coup, là, c'est la première belle chambre, avec la belle moquette qui reste, non? Non, par contre, yes. Le sol, le plafond et les murs, tout va changer. Ok. Et du coup, ça donne sur un grand balcon, donc cette partie-là, c'est vraiment bien. Parce qu'il y a un grand balcon filant, donc voilà. Avec une petite vue plutôt pas mal. Normalement, on voit les montagnes. Ouais. Normalement. Je vous garantis. On dirait la photo de Cramon. Après, on va passer à la pièce juste à côté. Donc là, les WC qui restent tels quels, qui vont être changés avec le tumulus qui va être changé. Être à neuf, mais les WC resteront là. Voilà. Ici, c'est la cuisine actuellement qui va devenir une chambre. Exactement. Donc voilà, qui donne toujours sur le balcon qui est là. Donc l'avantage de cet appartement, c'est qu'il y a beaucoup de grandes baies vitrées, donc c'est plutôt cool. Ouais. Ici, la salle de bain. Il n'y a pas de lumière ici. Si, c'est bon. La salle de bain qui va devenir douche avec 2 vasques ici, parce qu'il y aura 3 colocataires, donc c'est plus facile d'avoir 2 vasques plus une douche, c'est pareil, plus facile. Ouais, c'est plus moderne aussi. Donc voilà, ça va être aménagé. Juste là actuellement, c'est le séjour double, on peut dire ça comme ça, qui restera tel quel. Là, il va péter la cloison pour encastrer une cuisine qui est ici. Ouais. Et du coup, après, il y aura salon, salle à manger ici. Salle à manger sera là. Ouais. Et puis là-bas, il y aura un petit coin canapé. Voilà, petit coin canapé tranquille. Et ça donne toujours sur le grand balcon. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une grande ouverture. Et dernière pièce, donc, qui va être la chambre. 3e chambre du fond, avec accolé un petit dégagement. Dans ce dégagement, grosso modo, juste devant, là, il y aura une petite cloison, il y aura lave-linge, sèche-linge. Et derrière, en fait, ça permettra de mettre une salle de bain et une vasque pour la chambre qui est là-bas. Comme ça, ce sera, voilà. Vu que cette 3e chambre n'a pas de balcon, il y aura une petite salle de bain et petite meuble vasque pour compenser. Voilà, du coup, pour la visite.